La problématique de l'efficacité et même de l'utilité des établissements administratifs à caractère des établissements publics, j'allais dire, à caractère administratif EPA en abrégé, continue d'occuper la réflexion des autorités de la transition. Lors de plusieurs sessions du Conseil des ministres, le chef de l'État s'est notamment inquiété de la gouvernance dans ces organismes publics autonomes. Le colonel Mamadi Doumbouya a récemment ordonné le rapatriement des comptes de ces EPA à la Banque centrale. Dans la foulée, le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, Djiba Diakité, a annoncé, à en croire le compte-rendu du Conseil des ministres du 2 février dernier, que la vision de l'État, j'allais dire, est d'atteindre l'objectif zéro EPA en 2023. Avant d'ajouter citation, cela s'explique par le constat selon lequel plusieurs d'entre ces GPA coûtent plus cher à l'État et ne rapportent quasiment rien en retour au budget national, peut-on lire dans le dit compte rendu. Alors, que représentent ces établissements publics à caractère administratif dans l'architecture de l'État et surtout quelle est leur utilité réelle pour le contribuable guinéen. Autre question, quel regard critique peut-on porter sur la gestion financière de ces GPA? Des questions et d'autres que nous allons adresser à notre invité présent avec nous ici en studio, ici à FIM FM. Donc, Monsieur Mohamed Kamara, il est consultant économique et responsable du cabinet Moka Consulting. Il a publié hier une tribune sur la problématique de ces organismes publics de l'État guinéen. Bonsoir, Monsieur Kamara. Bonsoir, Monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et comme tous les mardis dans cette émission Respublica, j'ai à mes côtés, j'allais dire, comme co-animateur, Amadou Diallo. Vous le savez, c'est le reporter attitré Respublica. Amadou, bonsoir. Bonsoir à l'enfant de Koumi, bonsoir à tous. Voilà, nous rejoignent désormais, et il a déjà fait ses premiers pas dans cette émission, Alpha Mamadou Diallo. Et, il nous rejoint donc au compte de cette saison Barracuda dans l'émission Respublica. Alpha Mamadou Diallo, bonjour. Bonsoir, oui, bonjour Talibé Bari, bonjour à tous. Alors, Respublica, c'est parti pour une heure dédiée à la gouvernance grâce aux prouesses techniques de Ibrahima Silla au live streaming. Et bien sûr, du côté radio, vous avez Mamadou Touré. Merci et bienvenue à tous. FIM FM, Respublica, à fond la caisse, déballage du dossier du jour. Voilà, déballage du dossier du jour. On reçoit Mohamed Kamara, il est économiste et consultant, responsable au cabinet Moka Consulting. Bonsoir, Monsieur Kamara. La question des EPA, elle occupe le devant des débats, des discussions, et cela se vérifie par le nombre de fois où ces EPA ont fait l'actualité au Conseil des ministres. Le président semble d'ailleurs avoir une sorte de fixation sur ces EPA. La première question qu'on va vous poser pour la lanterne de nos auditeurs, c'est quoi un EPA? Quel type d'EPA existe-t-il en Guinée? Et accessoirement, pour ne pas dire principalement, quel est le cadre légal qui gouverne ces EPA? Je vous remercie de l'invitation. Les établissements publics à caractère administratif sont une forme d'organisme public autonome. En Guinée, nous avons la loi 056 modifiant certaines dispositions de la loi 075 portant gouvernance financière des établissements publics. Donc en Guinée, en 2016, on a adopté cette loi. Cette loi fixe le cycle de vie d'un EPA, c'est-à-dire de sa création, comment il est créé. Il est créé par arrêté conjoint. D'après la loi, c'est que quand vous voyez l'architecture de l'administration publique, qui lui-même est organisée par une loi, la loi portant organisation de l'administration publique, la loi de 3 juillet 2018, c'est ce qui régit l'architecture de la présidence, la primature, les ministères. Dans les ministères, vous avez le ministre, le secrétaire général, les cabinets, vous avez des services rattachés et des services d'appui. Les organismes publics autonomes viennent dans l'architecture d'un ministère. Maintenant, l'action de l'État
d'après cette loi, s'exerce par les services centraux de l'administration, c'est-à-dire un ministère et ses démembrements. Mais l'État peut maintenant choisir en fonction d'une mission de service public donnée, créer un organisme pour un service dédié. Vous prenez un hôpital par exemple. Un hôpital est un exemple d'un EPA. Alors, il a pour tutelle le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé a ses démembrements, les directions régionales, préfectorales de santé, jusqu'à la base. Mais ces directions-là ne peuvent pas elles-mêmes exercer la fonction de gestion d'un établissement hospitalier. C'est pourquoi les établissements pareils, comme les universités et certains autres centres, ont été érigés en établissements publics. Ils ont une autonomie financière et une autonomie de gestion. Donc retenez que nous avons deux types d'organismes publics autonomes en Guinée. On a les EPA, établissements publics à caractère administratif, qui reçoivent les subventions de l'État pour une mission spécifique. J'ai parlé tout de suite des universités. Les universités sont des établissements qui reçoivent les subventions de l'État pour la formation. Les hôpitaux reçoivent la subvention de l'État pour la santé. L'ANAFIC reçoit la subvention de l'État pour transférer l'argent aux collectivités. Donc, voilà des exemples d'EPA. Par contre, il y a des sociétés publiques. Donc, les sociétés publiques sont une autre forme d'organisme public autonome, mais elles ont pour mission de faire profit. Donc, ils ne sont pas régis, contrairement au premier, par le droit administratif, ils sont régis par les traités de l'acte uniforme OHADA. Parce que là, ils travaillent comme des sociétés privées. Donc, elles produisent et vendent des services. Et vendent des services, contre lesquels, maintenant, c'est pourquoi la loi 056 est très claire. Pour les uns, c'est le droit administratif. Pour les autres, c'est le droit qui est appliqué par les actes uniformes du droit des affaires en Afrique, OHADA. Donc voilà les deux types. Et en Guinée, nous avons dénombré pour la première fois en 2017 une conférence qui a statué sur les organismes-là. Il y en avait eu à cette époque 153. Et EPA. EPA. De tous les ministères, on a dénombré 153 organismes publics autonomes. C'était là, à la fois, il y avait des sociétés publiques, il y avait également des EPA. Depuis cette date, la loi que je cite là, celle de 2018, en ses dispositions transitoires et finales, parce que la loi est intervenue alors que, par exemple, certaines universités étaient créées avant. Donc, la loi a demandé que les établissements qui sont créés avant soient mis en conformité. Les universités sont régies par un arrêté du ministère de l'Enseignement supérieur, alors que ce sont des établissements publics. Jusque-là, il n'y a que 3 qui sont en conformité avec la loi. Les restes continuent. 3 Et ces 3, je n'ai pas la liste en tête. Madame la ministre, lors de son passage devant l'Assemblée pour défendre le budget de la loi de finances initiale 2023, a parlé que sur les 17 institutions d'enseignement supérieur, 3 avaient été mises en conformité. Donc le processus continue pour les autres. Justement, l'autre question, quels sont les objectifs réels qui peuvent favoriser ou commander la création d'un EPA? Un EPA est créé sur étude du ministère de tutelle et du ministère des Finances. La loi permet, quand le gouvernement juge, parce que le gouvernement est souverain de la mise en œuvre de sa politique, si elle juge que pour telle politique donnée, mes services compétents sont plus à même d'opérer la tâche avec efficacité et efficience, il peut directement déléguer le service à ses services déconcentrés. Par contre, si le gouvernement juge que pour cette tâche précise, il me faut un organisme, comme par exemple on a pour les logements sociaux, lorsqu'il a été question de créer la GIFIL, Agence de logement pour le financement des Agence guinéenne pour le financement des logements, AGIFIL. Le ministère de l'Habitat est normalement la tutelle. Voilà, on a des directions de l'habitat. Est-ce que l'architecture des ministères à cette époque-là permettait
d'arriver au résultat que nous voyons actuellement. Puisque récemment, on a vu que cette agence a commencé à mettre à disposition de l'État certains logements à Matoto, n'est-ce pas? Donc, l'efficacité, c'est-à-dire arriver vite à l'objectif avec les moyens requis, c'est ce qui peut commander le politique à faire un EPA. C'est qu'un EPA n'est pas obligatoire si le ministère dit que toute sa politique peut être mise en œuvre sans ces organismes-là, tant mieux. Mais par contre, s'il veut aller plus vite, il faut un EPA. Et lorsque vous avez un fonds de concours, par exemple, pourquoi les EPA aussi peuvent paraître s'imposer? Dans les ministères, vous n'avez pas que le budget de l'État qui finance les actions. Vous pouvez avoir un fonds de concours, les bailleurs. Quand le bailleur participe à un financement, il dicte la procédure d'exécution de l'argent. Donc vous créez une unité de gestion. L'État, lui, a recommandé que dans ce cas précis, on crée ce qu'on appelle un budget d'affectation spéciale. Le bailleur met l'argent là-bas, l'État met sa part. Vous créez une entité autonome qui gère ce fonds. C'est le cas, par exemple, de l'ANAFIC, qui reçoit l'argent de l'État, mais qui reçoit également l'argent de la Banque mondiale dans le cadre du PAGL. L'appui à la gouvernance locale. Voilà, le projet d'appui à la gouvernance locale, ou encore le PANAFIC, le projet d'appui à l'ANAFIC, financé conjointement par l'AFD. Donc, et également pour l'AGIFIL, vous avez des banques de la place. Les opérateurs viennent exprimer leurs besoins de pouvoir prendre part à ce projet. Donc, l'État leur donne les terrains. Eux, ils contactent les banques pour leur préfinancer afin de construire les logements. L'État crée un fonds de garantie à côté. Ce mécanisme de financement est si complexe et les privés ont besoin de garanties. Que si vous les mettez dans l'administration publique, parce que dans l'administration publique, vous avez des règles et procédures. La LORF, la loi organique relative aux finances et le règlement général de la gestion budgétaire, la comptabilité publique, mais aussi le manuel d'exécution des dépenses publiques, donne des procédures très précises pour l'exécution du budget de l'État quand il s'agit des dépenses régulières de l'État. Maintenant, pour aller plus vite dans la célérité des procédures, si vous créez un organisme autonome, là, il a une autonomie de gestion. Lui, il doit élaborer un manuel à son sein, un manuel de procédure. Ça va faciliter l'exécution du budget tout en assurant un contrôle. Si c'est les EPA, par exemple, il y a des normes de contrôle. Un inspecteur évaluateur doit être nommé par le directeur du portefeuille de l'État pour s'assurer que les intérêts de l'État dans cet établissement... Est-ce que c'est souvent le cas? Non, ils ne sont pas encore recrutés. Après 5 ans, la loi est en vigueur depuis 5 ans. D'accord. Mais ces évaluateurs... évaluateurs... C'est 5 ans que ces évaluateurs doivent... Voilà, ils doivent être recrutés maintenant. Là. J'ai eu l'information comme quoi le ministère lancerait... Mais pourquoi cette période probatoire alors que pendant les 5 premières années, l'État accorde des subventions, les activités? Pourquoi cette période probatoire de 5 ans pour ce qui est de l'entrée en activité? Voilà. Vous savez, quand une loi est votée, la loi vient trouver qu'il y a une situation de fait. Maintenant, la loi, dans ses dispositions transitoires et finales, a demandé que pour que tout soit mis en conformité avec la loi, il faut du temps, un peu. Parce que pour former un inspecteur évaluateur, c'est tout un métier. C'est comme un auditeur externe pour cette entreprise. Mais là, il est précis. Et la loi prévoit qu'un inspecteur évaluateur peut avoir... Nous n'avions pas les compétences en termes il fallait les de ressources humaines former en la matière. d'abord avant de les nommer. Voilà. Et il doit prêter serment. Pour les sociétés publiques, par exemple, c'est le même rôle que joue par exemple, un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes doit plancher sur la sincérité des états financiers que la direction générale soumet à l'Assemblée, au conseil d'administration. Donc, pour dire que les comptes que vous avez sont certifiés, exacts, sincères, il faut ici le rapport d'un commissaire aux comptes. Pour les EPA aussi, ça doit être cet inspecteur évaluateur là. Maintenant, le processus n'a jamais abouti. On n'a jamais. La loi avait dit, les EPA qui ont la même mission, il faut les mettre ensemble, il faut les regrouper. Et quand vous jugez aujourd'hui que l'objet pour lequel l'EPA a été créé n'a plus d'effet, supprimez l'EPA.
dans les mêmes conditions de forme de création, c'est-à-dire par décret du président, après rapport du ministre des Finances et le ministre de tutelle, qui dit cette EPA avait été créée, mais aujourd'hui, il n'a pas d'objet. Donc, vous en son tirez les existence ne conséquences. se justifie pas par Voilà. justement des besoins sur le terrain. Sur le terrain. Si vous avez trouvé que l'EPA il n'a plus de mission, sa mission n'est plus évidente sur le terrain, vous faites un rapport conjoint, ministère de tutelle, ministère des Finances, vous soumettez en conseil des ministres au président qui prend un décret. Alors, voilà. Avant l'arrivée de ces inspecteurs, les fonds tombent. Plusieurs APA déjà en leur fonds. Oui. Dites-nous, à date, comment ces fonds sont contrôlés sur le terrain pour ne pas que l'argent soit détourné? Par les services réguliers de l'administration des finances, l'inspection des finances, l'IGE, l'inspection générale de l'État et la Cour des comptes. Toute exécution de dépenses publiques sont soumises à ces procédures-là. Donc, ceci vérifie exactement les transferts qui sont effectués à ces EPA et voir exactement la conformité de leur mission par rapport aux moyens de l'État qu'ils reçoivent pour sa mise en œuvre. Donc, et normalement, chaque 3 mois, parce qu'un EPA n'est pas... En son sein, il y a un comptable qui est nommé par le ministre des Finances, qui est seul habilité à manier le fonds public, qui est sous serment. Il prête serment devant la Cour des comptes. Maintenant, lui doit faire chaque 3 mois un rapport qu'il doit adresser au ministre des Finances, qui lui-même consolide cela pour son rapport à transmettre à la représentation nationale. Donc, normalement, la loi règle le problème de contrôle. Tous les comptables publics, s'ils ne le font pas, bon, c'est autre chose. C'est qu'ils n'appliquent pas la loi. Mais la loi, déjà, la Guinée aujourd'hui peut se targuer d'avoir un corpus législatif très clair en matière de gestion des finances publiques. La LORF, le règlement général, le manuel d'exécution des dépenses publiques et même certains arrêtés d'exécution. Par exemple, le plan comptable type de ces EPA. Parce que nous, on avait dit il faut que le ministère termine. Vous qui nous qui sommes, disons, des évaluateurs externes. Voilà, nous sommes dans 2-3 projets que nous aidons. À certaines occasions, nous sommes amenés à contribuer à la réflexion. Donc, pour la réflexion, justement, de même que les sociétés publiques doivent le faire, les entités comme les EPA doivent produire leur plan comptable, donc dans les formes édictées par l'arrêté du ministre des Finances. Et ça doit être rendu public. Non seulement c'est transmis aux finances à la Cour des comptes, mais nous, publics aussi, devons pouvoir regarder exactement l'utilisation de ces fonds. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Normalement, tous ces rapports doivent figurer dans le site du ministère des Finances. Parce qu'à partir de là, toute personne qui voudrait consulter pour voir l'état d'avancement, ça se fait. Le ministre des Finances, lui, il se soumet à un exercice que la loi lui donne. C'est que chaque 3 mois, il fait un rapport sur l'exécution des dépenses de l'État qu'il transmet au CNT. Et ce rapport est rendu public. Donc, par parallélisme de forme, de même que ces sujets aussi sont amenés à produire les mêmes résultats et leurs rapports aussi qui doivent être rendus publics. Mais M. Camara, vous parliez, en tout cas en 2018, on dénombrait 153 EPA. Si je divise 153 EPA par 40 ministères, j'exagère peut-être, ça fait un minimum de 3 EPA par département. Est-ce qu'on a besoin d'autant d'EPA dans ce pays, concrètement? Si on en a besoin. Et ça résulte de la politique de ceux qui nous gouvernent. Et eux seuls peuvent apprécier. C'est pourquoi on dit ce rapport qui doit nécessiter la création d'un EPA doit être rendu public. Parce que tu dois motiver pourquoi tu le crées. Si je prends l'enseignement supérieur, ça se justifie. Vous avez des universités dans toutes les régions du pays. Chaque université constitue un EPA. Ça peut constituer autant de nombres que nous souhaitons là. La santé également. Quand vous voyez par exemple d'autres ministères, ils n'en ont que très peu. Par exemple, à part
le fonds de garantie hypothécaire ou encore l'Agifil, au ministère de l'urbanisme par exemple, vous n'avez pas 2, 3. C'est un ministère. D'autres, il y en a moins. Mais le plus important, c'est quoi? C'est que nous devons pouvoir suivre. Est-ce que la mission pour laquelle ça a été créé, elle remplit cette mission? Et est-ce qu'elles reçoivent les fonds? Parce que, comme je dis, les EPA sont dans la procédure d'exécution des dépenses de l'État. Parfois, les budgets retardent. Parfois, ils sont créés. Les fonds qui doivent les faire fonctionner n'arrivent pas à temps. D'accord. Alors, on va devoir parler du fonctionnement, de l'efficacité et justement de la gouvernance au sein de ces EPA, partant de votre constat et justement de cette gouvernance. Mais on va marquer la pause publicitaire et suivrons les infos. Et puis, on se retrouve pour la suite de Respublica.